Bonjour à tous, bienvenue dans ma bulle de sagesse. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle saison et ainsi qu'une nouvelle formule à vous faire découvrir pour cette capsule Envie de sagesse et j'espère que vous aurez des étoiles plein les yeux ou plutôt les oreilles. Alors nous partons aujourd'hui en voyage sur les traces de Marie-Madeleine avec mon premier invité Cyril Bolland. Bonjour. Bonjour Cyril. Et Cyril vient nous présenter son livre En Provence sur les traces de Marie-Madeleine. Donc Cyril, je rappelle parce que tu es déjà intervenu dans mon émission, tu es apiculteur en Aquitaine et diacre de l'église orthodoxe. Épris de marche, de voyage et de spiritualité, tu as effectué plusieurs pérégrinations vers Compostelle, Assise et Jérusalem. Tu nous en avais déjà parlé dans une émission. Et aujourd'hui, tu viens nous parler d'un autre pèlerinage que tu as découvert un peu par hasard, en Provence, sur les traces de Marie-Madeleine. Tout à fait. Nous avons aussi avec nous un studio Fadois Cartron. Bonjour Fadois. Bonjour Myriam. Donc Fadois, tu es hypnothérapeute, tu pratiques l'EMDR et tu es également chroniqueuse sur Radio Bulle où tu présentes des bulles de conscience dans les matinales avec Samia. Tout à fait. Donc tu nous parleras tout à l'heure de l'EMDR et de ton activité. Avec plaisir. Et enfin, nous avons avec nous Nathalie Comte. Bonjour Nathalie. Bonjour Myriam. Alors Nathalie, tu viens nous parler d'une danse très originale, une danse tribale qui s'appelle le FCBD style, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, tout à fait. Que tu enseignes donc avec l'association Meraki Tribal 47. Oui, c'est ça. Donc tu nous en parleras tout à l'heure de cette danse particulière. Avec plaisir. Alors Cyril, on va commencer par ton livre que j'ai entre les mains, En Provence sur les traces de Marie-Madeleine. Donc Cyril, tu es parti il y a quelques années avec ton épouse, un peu pour le tourisme, un peu pour un voyage, on va dire, de couple, et un peu aussi pour une quête de sens. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors en fait, à l'origine de ce livre est du coup d'un chemin maintenant qui est balisé, qui s'appelle le chemin de Marie-Madeleine en Provence, qui va des Sainte-Marie-de-la-Mer à la Sainte-Baume. En fait, tout a commencé en 2013, quand avec ma femme, à l'époque, on habitait en Bretagne et on cherchait le soleil, on va dire, parce que c'était 4 mois de pluie, un peu comme on a cette année. Mais bon, c'était plutôt en saison, là on était au mois de février, voilà. Et le seul endroit en France où il faisait beau, c'était en Provence. Donc j'ai proposé à Marie qu'on aille marcher là-bas pour nos vacances. Et j'avais vaguement entendu parler, puisque j'avais vécu quelques mois en Provence, d'une tradition locale qui disait que Marie-Madeleine serait arrivée en barque au Sainte-Marie-de-la-Mer, voilà. Et un autre ami, qui vivait sur Toulon, m'avait dit qu'il avait entendu parler d'une grotte dans la Sainte-Baume, dans le massif de la Sainte-Baume, où elle aurait vécu les 30 dernières années de sa vie. Et donc, j'ai proposé à ma femme, en fait, une marche thématique, on va dire, sur les pas de Marie-Madeleine. Voilà. Et donc ça, c'était en février 2013. Et en fait, en partant marcher là-bas, on a tout de suite rencontré en fait l'animatrice de l'époque du sanctuaire des Saintes-Marie-de-la-Mer, qui s'appelle Martine, et en fait qui nous a propulsés sur le chemin en nous explicitant cette tradition provençale qu'on méconnaissait en fait, la tradition locale en fait qui raconte que Marie-Madeleine ainsi que d'autres proches de Jésus seraient arrivés de Terre Sainte du coup par barque et auraient été les premiers évangélisateurs de la Provence. Voilà. Et donc on est parti quelque part enquêter sur cette fameuse tradition provençale et cette histoire locale de Marie-Madeleine. Et ça nous a pris une semaine. Et à l'issue de cette semaine, on a été tellement subjugués par les paysages qu'on voyait, les sanctuaires qu'on traversait, les gens qu'on rencontrait et qui nous parlaient de cette tradition avec des étoiles dans les yeux, qui fait qu'en fait, on s'est dit, mais il faut qu'on crée quelque chose. Qu'on crée un nouveau chemin de pèlerinage. Voilà. Et en parallèle de ça, moi je me suis dit, il faut absolument qu'on partage nos découvertes à travers un écrit. Donc ça a été la base, en fait, les 4 premiers chapitres de ce récit que tu tiens entre tes mains. Ah oui. Donc 10 ans après arrive ce livre et donc effectivement vous décrivez des paysages magnifiques. Moi ça m'a donné envie d'aller découvrir aussi à votre suite ces beaux paysages et puis cette quête, cette découverte. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à faire ce périple ou ce pèlerinage ? Est-ce que c'est parce que c'est un personnage biblique important pour vous ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ? Oui, en fait, alors ma grand-mère
une de mes grand-mères. Ma grand-mère maternelle s'appelle Marie-Madeleine, mais je ne l'ai pas connue, parce qu'elle est décédée quand ma mère était jeune, en fait. Voilà, donc j'ai jamais connu cette femme. Et je pense que derrière l'image de Marie-Madeleine, il y a aussi un peu la quête de cette grand-mère que j'ai pas connue, et une quête de qui elle peut être, en fait. Et puis c'est vrai que Marie-Madeleine, en fait, c'est une des personnalités des évangiles qui me touche particulièrement, qui nous touche particulièrement, parce qu'en fait, cette femme, elle revient de très loin. Et en plus, c'est une figure, en fait, qui attire par-delà le christianisme. Et comme dans mon histoire personnelle, avant d'être orthodoxe et diacre, j'ai connu, on va dire, différentes étapes dans mon cheminement spirituel. Il y a un moment donné où j'étais assez loin du christianisme, mais c'est une figure qui est toujours restée proche de moi. Voilà. Et puis cette femme, en fait, je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à elle, parce elle a plein de facettes différentes. Et d'ailleurs, il y a toute une complexité autour du personnage, qui fait d'ailleurs que j'essaie un peu de démêler le vrai du faux dans le livre, en tout cas de donner différents points de vue, parce que démêler le vrai du faux est possible. Mais en tout cas, voilà, donner différents éclairages pour essayer de mieux comprendre qui elle est ou comment elle peut être perçue dans différentes traditions, parce que par exemple, j'appartiens à la tradition orthodoxe, donc la tradition byzantine, et en fait, on n'a pas la même vision de Marie-Madeleine que dans la tradition latine. Eh oui. Et donc, pour partir sur ces sentiers, vous vous êtes inspiré à la fois, vous citez des évangiles apocryphes, des écrits que vous avez pu trouver, mais aussi de votre propre intuition, de vos rencontres dans la personne qui s'appelle Martine. Mais j'ai eu le sentiment, là, dans votre livre, que pour démêler le vrai du faux, vous vous inspirez de toutes ces sources-là différentes. Ben oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a eu la chance incroyable à travers cette première marche et les suivantes d'ailleurs, puisqu'après on a fait tout un travail de défrichage du chemin, et c'est la suite du livre en fait. Donc c'est vraiment un récit de voyage, ce livre. C'est les différents voyages qu'on a fait là-bas pour essayer d'ouvrir ce chemin et concrétiser quelque chose. En fait, au fur et à mesure de ces voyages, on a rencontré plein de gens et des lieux différents, et chacun finalement nous a donné sa vision de Marie-Madeleine. Et puis moi, en fait, entre deux voyages, entre 2013 et 2016, le moment où on a commencé à ouvrir le chemin, et donc il s'est passé 3 ans, et c'est 3 ans où j'ai pu me documenter, où j'ai pu beaucoup lire en fait sur Marie-Madeleine, parce que finalement, avant de partir, je savais pas tant de choses que ça sur elle, enfin des choses qu'on sait basiquement, voilà, dans le catéchisme, si on a été chrétien et qu'on est passé par là, mais voilà, j'avais très peu lu sur elle avant. Donc je me suis beaucoup documenté après. Donc c'est à partir de toutes ces sources-là que je me suis fait quelque part ma propre image de Marie-Madeleine, et puis aussi à travers des méditations personnelles, quoi. Tout ce temps finalement où j'ai pu marcher et puis réfléchir, pas seulement avec la tête, avec le cœur aussi, sur qui elle pouvait être finalement et en quoi est-ce qu'elle me touchait. Est-ce que tu as trouvé la réponse à cette question ? Sans spolier, comme on dit aujourd'hui, le livre. Oui, mais ce n'est pas une réponse définitive, on va dire. Et puis je la donne surtout à la fin, donc je préfère ne pas diffuser ou divulguer trop la... Voilà, donc suspense, et puis comme ça va encourager les auditeurs à lire ton livre qui s'appelle donc « En Provence sur les traces de Marie-Madeleine » de Cyril Bolland, et donc aux éditions Salvator. Merci Myriam. Quand vous dites que vous avez donc créé, enfin, en gros, techniquement, vous avez mis au propre un chemin dans les bois ou montagnes, ou enfin, sur différents reliefs. C'est un chemin qui se fait en combien de temps pour un marcheur dit lambda, et qu'est-ce qu'il permet de voir en fait ? Alors, donc en fait, ce chemin n'existait pas ou plus. Et du coup, en fait, on a utilisé différentes portions de chemins balisés existants, et puis il a fallu baliser certaines étapes qui ne l'étaient pas. Et c'est un travail qu'on n'a pas fait tout seul. Moi, j'ai fait le travail d'ouverture du chemin pour voir s'il y avait vraiment la possibilité de marcher des Saintes-Maries-de-la-Mer jusqu'à la Sainte-Baume complètement à pied, parce que la première fois qu'on est parti avec ma femme, on n'a pas fait que marcher, on a pris aussi un petit train sur la Côte Bleue, on a fait du stop. On ne savait pas en fait si on pouvait faire le chemin du début à la fin. Et donc ce chemin, en fait, il part des Saintes-Maries-de-la-Mer, il longe la côte en traversant la Camargue, voilà, jusqu'à prendre le bac de l'autre côté de la Camargue pour traverser le Rhône. Après, on s'aventure du côté de Fos-sur-Mer, de Martigues, où on longe l'étang de Berre, avant d'arriver en fait sur la Côte Bleue. Et là, on longe toute la Côte Bleue, qui nous fait arriver à Marseille par l'Estac et le nord de Marseille. Et on traverse tout Marseille avant d'aller
par les collines à la Pagnole vers Aubagne et le massif de la Sainte-Baume avant de redescendre sur Saint-Maximin à la Sainte-Baume. Donc tout ça maintenant est balisé. En tout cas, il y a un balisage général et maintenant on est en train de mettre en place avec la Fédération de randonnée pédestre un balisage spécifique. Tout ce chemin maintenant, il existe, il fait 225 km, sachant qu'il y a une étape malheureusement qu'on est obligé de faire en bus parce qu'on n'a pas les autorisations de passage de la préfecture, parce qu'on est sur une zone classée Sénézo. Et du coup, il faut compter, en fonction de ses capacités physiques, entre 10 et 14 jours de marche. En plus, ça dépend aussi si on a envie de faire des pauses pour visiter Marseille, Martigues, la Sainte-Baume, si c'est des lieux qu'on ne connaît pas déjà. Donc, et c'est un chemin relativement accessible. On a fait en sorte de faire des variantes. C'était un gros travail avec la région PACA et la Fédération de randonnée pédestre pour mettre au point un itinéraire qui soit adapté au plus grand nombre. Il y a du dénivelé, mais ça reste plutôt raisonnable. Permet à des gens qui physiquement ne sont pas les mêmes capacités physiques forcément qu'un grand marcheur de pouvoir le faire aussi. Et du coup, on traverse des endroits assez exceptionnels en fait, parce que il y a beaucoup de contrastes sur ce chemin. On passe du très sauvage au très urbanisé, mais tout est beau, tout est important. C'est vraiment ça aussi qui fait la richesse de ce chemin. C'est que déjà, il faut très peu de temps finalement pour le faire. On n'a pas besoin de partir plusieurs mois comme sur le chemin de Saint-Jacques pour le faire. Et ça, c'était un désir qu'on avait, c'est de permettre au plus grand nombre, à des gens qui sont pas encore à la retraite ou qui peuvent pas faire un grand break, qui ont juste 15 jours de vacances devant eux, de pouvoir le faire. Donc c'était vraiment l'idée de ce chemin, il était là aussi. Et puis on est en Provence, donc c'est un lieu qu'on peut traverser finalement en toute saison. Alors nous, on déconseille fortement l'été parce que déjà il fait très chaud. Vous imaginez bien, il y a beaucoup de touristes dans cette zone et en plus, il y a certains massifs qui risquent d'être fermés à cause des risques d'incendie. Voilà, donc autant privilégier le printemps, l'automne, voire même l'hiver. Moi, j'ai marché plusieurs fois en hiver et ça reste tout à fait praticable, hormis sur le haut du massif de la Sainte-Baume, où là, ça risque de ne pas passer, mais on peut passer plus bas. On a laissé la possibilité de pouvoir passer plus bas, donc voilà. Alors, il y a un autre aspect dans ce livre quand même que je voulais aborder, c'est que tu partais au départ pour l'aspect touristique, pour l'aspect spirituel, mais aussi pour votre couple. Ouais. Donc, toi et Marie, vous étiez dans un cap, dans un moment de votre vie où vous avez envie de trouver un nouveau départ. Ouais. Et à un moment donné, dans le livre, il y a un passage très touchant où vous dormez tous les deux dans une grotte. Est-ce qu'il y avait un sens pour vous, pour tous les deux, de dormir dans cette grotte à la Belle Étoile ? Sur le moment, en fait, on a fait ce qu'on pouvait. En fait, on était en train de traverser les calanques de Cassis à ce moment-là, et les calanques de Cassis se traversent en 2 jours. Mais il y a un seul endroit où potentiellement on peut dormir, et en fait, en plein hiver, il est fermé. Donc on n'avait pas 36 solutions, on se baladait avec une tente, mais en fait, vu qu'il n'y a pas d'aplat et qu'on nous avait déconseillé de dormir sur les plages, on était obligé de trouver cette grotte en fait. C'était quasiment la seule solution qu'on avait. Et la chance nous a souri, on est tombé sur je pense que c'est un spot en fait pour les grimpeurs, il y a beaucoup de grimpeurs dans les calanques de Cassis. Et du coup, on a pu se mettre là. Et c'est vrai qu'on a vécu une nuit assez inoubliable parce qu'on n'avait jamais dormi dans ce type d'endroit. Et c'était assez impressionnant et en même temps c'était très ressourçant. En fait, on s'est senti régénéré par cette nuit passée sous terre, quoi, hein, parce qu'elle était vraiment semi-enterrée cette grotte. Voilà, donc ça a marqué. C'est vrai que ça a été un beau moment de notre cheminement. Voilà, et on avait beaucoup de questions à ce moment-là. C'est vrai qu'on était en fait, on pensait à changer d'étape, c'est ce que tu disais tout à l'heure, changer de vie. Et donc, toutes ces étapes, toute cette semaine nous a beaucoup aidés. Voilà. On y reviendra peut-être tout à l'heure en fin d'émission. Je vous propose une première pause musicale et nous allons nous retrouver tout de suite après. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse. Je suis avec mes invités Cyril Bolland, Fadois Cartron et Nathalie Comte. Alors Fadois, eh bien, tu es donc hypnothérapeute, tu pratiques le MDR et comme je le disais tout à l'heure, tu as l'habitude de la radio puisque tu es chroniqueuse sur Radio Bulle. Oui. Où tu présentes des bulles de conscience dans les matinales avec Samia. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? On en entend beaucoup parler autour de nous. Le MDR, cette technique qui permet de surmonter les traumatismes.
Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire en quoi ça consiste exactement? Alors en fait, le MDR, c'est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. Donc c'est une technique qui a vu le jour par hasard grâce à une psychologue aux États-Unis. Et elle a découvert que en fait, en faisant faire des mouvements oculaires aux personnes, on arrivait en fait à retraiter une information traumatique, par exemple, ou une phobie ou autre. Donc en fait, en faisant faire des mouvements bilatéraux de droite à gauche, de gauche à droite, à quelqu'un qui se connecte à quelque chose, à une émotion vraiment lourde et traumatique, on se rend compte que la partie du cerveau qui a cristallisé en gros cette émotion, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel, quelque part, il y a comme quelque chose qui se décristallise et l'émotion, c'est comme si elle disparaissait. C'est-à-dire, c'est comme si du cerveau limbique, ça passait au 3e étage de notre cerveau, le cerveau du raisonnement, de la prise de recul. Et ça permet en fait de digérer ou de mieux gérer un traumatisme. Et donc, le MDR permet véritablement d'avoir des résultats probants et véritablement efficaces dans le traitement des traumatismes. D'ailleurs, outre-Atlantique, ça a été utilisé sur des traumatismes de guerre, des traumatismes d'attentats, toutes sortes de traumatismes. Il n'y a pas de limite en fait. Et donc, toi, tu utilises cette technique et également l'hypnothérapie ou l'hypnose, si j'ai bien L'hypnose. compris. Oui, l'hypnose. C'est-à-dire qu'en fait, dans un premier temps, je me suis formée à l'hypnose dans le cadre d'une reconversion professionnelle nécessaire. J'étais arrivée au bout de quelque chose dans ma vie professionnelle après avoir passé 18 ans dans un secteur d'activité très engageant. Et puis j'étais arrivée au bout de quelque chose. Donc je me suis pris un peu le mur, symboliquement. Et puis après, j'ai eu Le fameux burn-out? Oui. Mais j'ai eu plein de signes avant-coureurs pendant des années que je n'ai pas voulu entendre, que je n'ai pas voulu écouter. Et puis je suis un peu dure à la compréhension parfois. Et puis au bout d'un moment, on arrive au bout de quelque chose et en fait, on n'arrive plus. C'est-à-dire que je n'arrivais même plus à retrouver du travail avec mon expérience dans l'activité que je menais. Ça m'a interrogée, j'ai énormément de toute façon travaillé sur moi depuis l'âge de mes 26 ans, j'ai une petite quarantaine d'années maintenant, et en me disant que j'étais faite pour l'accompagnement, mais dans quoi je ne savais pas. Et puis le cheminement se faisant aussi, et puis me faisant aider aussi par des personnes, l'hypnose est venue à moi. Comme un message. Alors après, on me croira ou pas, mais ça m'est arrivé un dimanche. Toute la journée, j'ai eu le mot hypnose dans la tête. Toute la journée. Je ne savais pas pourquoi. Donc c'était là sans être là. Et puis le soir, je me suis posée. Je me suis dit, pourquoi je pense à l'hypnose aujourd'hui? Je ne comprends pas. J'ai dû faire une séance d'hypnose dans ma vie pour tester. Mais ce n'était pas pour moi une... Et puis en faisant des recherches, en regardant l'école par laquelle je suis passée, ça a été une réelle révélation. Voilà, comme quelque chose qui me tombait dessus, mais que je n'avais jamais ressenti. Je me suis d'abord formée à l'hypnose. Je connaissais le MDR parce que j'en avais moi-même fait pour m'aider sur un passif important. Et puis, j'ai décidé de me former à l'EMDR aussi. Et donc, là, j'accompagne dans le cadre thérapeutique des personnes qui ont des... Alors, j'attire pas les fumeurs, j'attire pas forcément... j'attire les personnes qui ont des passifs très lourds, donc traumatiques ou avec des addictions importantes. C'est les personnes que j'accompagne. Et alors, par exemple, une personne qui a une forte addiction, j'imagine que vous lui proposez plusieurs séances et... quel est le résultat? Est-ce qu'il y a un résultat à atteindre ou est-ce qu'il y a juste un apprentissage à mieux vivre avec son addiction? Comment vous voyez les choses? Non, en fait, si vous voulez, quelle que soit la raison pour laquelle on vient me voir, que ce soit pour une addiction forte à l'alcool ou aux drogues, cette addiction elle a une racine. Moi, mon travail, c'est d'aller chercher la racine. Là où a été, entre guillemets, créée la problématique.
ou de trouver en fait pourquoi une solution qui ne nous convient plus est en fait une solution périmée d'hier. C'est-à-dire que quand on a commencé à fumer, à un moment donné, ça a été une solution pour notre corps, pour notre cerveau, voilà. Et au bout d'un moment, le temps se faisant, c'est plus adapté. Sauf qu'on ne fait pas de magie ni avec l'hypnose ni avec le MDR. Ça nécessite, en tout cas dans le cadre de mon accompagnement, un investissement réel de la personne. C'est-à-dire qu'en fait, la personne se met face à elle-même. Je ne la confronte pas aux autres, je la confronte à elle-même. Donc quelque part, c'est une mise à nu. Les premières séances sont difficiles, sauf que la personne n'est pas seule, je l'accompagne. Elle ne repart. Quand on traite quelque chose, une émotion ou un traumatisme, en règle générale, quand elle repart du cabinet, il y a quelque chose qui a bougé. C'est-à-dire qu'elle repart entre guillemets sans. Et petit à petit, je ne donne jamais un nombre prédéfini de rendez-vous. C'est la personne qui, à chaque fin de rendez-vous, décide, parce que moi, je redonne leur pouvoir aux gens quand ils viennent me voir. Le pouvoir qu'on leur a enlevé de décision sur eux-mêmes. Je leur réapprends aussi à se respecter, à s'aimer à leur juste valeur, à s'écouter. En fait, tout ce qu'on ne nous apprend pas forcément. Et moi, je travaille avec deux choses. Je travaille avec le cerveau limbique, en fait, le cerveau émotionnel, et je travaille avec l'inconscient des gens par le biais de l'hypnose. Et à travers ces deux techniques, très honnêtement, il y a de très, très beaux résultats. Par contre, les personnes qui viennent en cherchant le miracle, en s'imaginant qu'en fait, je vais faire tout le travail pour eux, oui. Ça, c'est pas pareil. Ça fonctionne. Soit elles s'arrêtent parce qu'elles trouvent que ce que je leur demande va trop loin pour elles, elles sont pas encore prêtes, et c'est OK. Soit il y a un temps de pause, elles reviennent. Enfin bon, voilà. En tout cas, ça nécessite de s'investir pleinement dans l'accompagnement parce que je pars du principe que je ne suis que l'outil dont dispose la personne qui vient me voir et parce qu'en fait, en hypnose ericksonienne, parce que je pratique l'hypnose ericksonienne, Milton Erickson qui a développé cette forme d'hypnose disait qu'on rend la paternité du changement à la personne. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment rester humble en se disant qu'on est l'outil et que c'est la personne qui l'utilise pour mieux se libérer émotionnellement. C'est marrant de se retrouver à la même table aujourd'hui parce que j'ai le sentiment que les chemins qu'on peut faire à pied, en particulier les chemins de pèlerinage, ils ont cette dimension thérapeutique aussi. Et les gens, en fait, vont pouvoir revisiter leur passé et le dépasser à travers la marche aussi. Oui. Tout à fait. Tout à fait. De toute façon, à partir du moment où on se retrouve face à soi-même, le plus difficile, pourquoi les gens, et c'est souvent ce qu'on me dit, je ne m'arrête pas, je fais toujours en sorte d'être occupée. Les gens ont peur de se retrouver seuls face à soi-même, dans une sorte de silence intérieur. Et en fait, c'est là où on se rend compte de nos faiblesses, de nos failles qu'on ne veut pas voir forcément. Sauf que parfois, la vie nous rattrape. Parfois, elle nous rattrape avec un accident tout bête qui nous immobilise. Et là, on se retrouve immobilisé, on n'a pas le choix. Parfois, c'est des accidents de la vie. Parfois, c'est un cumul de choses qui émotionnellement font que on se retrouve quelque part un genou à terre et il y a tout qui remonte. Oui. Et il n'y a aucune limite au niveau de l'âge, c'est-à-dire que je reçois des personnes de plus de 70 ans avec qui je travaille leur enfance. Il n'y a aucune limite de temporalité. L'inconscient ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire et le virtuel. Donc dans ce travail d'introspection, c'est véritablement aller à la reconnexion de soi-même. Et on vit, j'ai le sentiment, une époque où on s'est complètement déconnecté de soi-même, de son âme, de son esprit, de son corps, de ce que l'on est de manière intrinsèque. C'est pour ça que c'est un travail que certains ne peuvent pas faire. Ils pensent venir avec à la mesmer, en fait. Elle fait de l'hypnose, elle va me demander 2-3 petites choses et c'est parti, quoi. Mais pas du tout. On a une idée reçue sur ce que c'est que l'hypnose, en fait, hein.
Alors, l'hypnose, il faut savoir que c'est un état complètement naturel. C'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience que l'on a toutes et tous plusieurs fois dans la journée. Toutes les fois où vous êtes en mode pilotage automatique, où vous faites les choses sans même vous en rendre compte, sans même réfléchir. Toutes les fois où vous êtes au volant, vous arrivez d'un point A à un point B, vous ne savez même pas comment vous l'avez fait. Toutes les fois où vous avez l'impression d'avoir besoin de vous déconnecter quelques secondes dans la journée. Tout ça, ce sont des temps de pause de votre partie consciente où l'inconscient, donc notre ordinateur de bord, notre disque dur interne, si on le compare à un ordinateur, lui prend le relais. Parce que notre inconscient, en fait, c'est la partie immergée de l'iceberg. Vous prenez un iceberg, 3/4 de l'iceberg est sous l'eau. Et bien, en fait, 3/4 de ce que nous sommes, c'est notre partie inconsciente. On pense que l'on maîtrise, on pense que l'on contrôle, on ne contrôle pas grand-chose en définitive. On est maîtrisé, par nos émotions, et souvent des émotions qui viennent comme ça dans la journée de manière impromptue, on ne sait pas pourquoi. Et c'est notre inconscient qui parfois nous ramène à quelque chose qui lui a enregistré, que nous consciemment on veut occulter, mais lui il l'occulte pas. Eh bien merci Fadwa. Nous allons faire, je vous propose une seconde pause musicale pour nous retrouver tout de suite après avec notre dernière invitée. Avec moi en studio, mes invités Cyril Bolland, Fadwa Cartron et Nathalie Comte. Alors Nathalie Comte, bonjour. 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 J'aimerais bien que tu nous présentes cette danse très belle. Moi, j'ai vu plusieurs représentations qui s'appelle FCBD Style. Donc ça paraît très curieux comme nom. Oui. Déjà, si tu peux nous expliquer les initiales et ensuite nous parler de cette belle danse, à inspiration, on va dire, un peu tribale et orientale. Oui, alors effectivement, quand on entend FCBD Style, on se demande bien qu'est-ce que ça peut être. FCBD Style, ça veut dire en fait Fat Chance Belly Dance Style. C'est un style de danse qui, il y a quelques années de cela, d'ailleurs, s'appelait ATS pour American Tribal Style. Ça a été rebaptisé finalement il y a 4 ou 5 ans. Les Fat Chance Belly Dance Style, donc le nom de cette danse, c'est le nom de la tribu mythique quand on est un petit peu dans cet univers de danse, qui a fait connaître finalement cette danse dans le monde entier, puisqu'elle est pratiquée dans le monde entier, bien qu'elle ne soit pas encore très connue en France. Et c'est donc Carolina Nericcio, une américaine, qui a, on va dire, qui est la fondatrice de cette danse. Vous connaissiez? Je demande aux autres invités. Non. Non. Ah, je vous invite à aller la voir, c'est très très beau. Il y a les tenues, il y a la tenue qui va avec. Voilà, donc déjà pour expliquer un petit peu cette danse, c'est une danse qu'on pratique à plusieurs, donc en groupe. Que les femmes? Non, les hommes peuvent aussi, tout à fait, les hommes sont bienvenus d'ailleurs, et les hommes dansent aussi le style FCBD Style. On en voit moins, c'est vrai. Cette danse est une danse qui se pratique en tribu, donc en duo, en trio, en quatuor, ou ensuite on peut danser un petit peu plus nombreuses. Je pense que quand tu nous as vu danser, on était peut-être un petit peu plus nombreuses. C'est surtout que c'est une danse de semi-improvisation. Donc, on a un système de leaders et de followers, donc de meneurs et de suiveurs, qui nous permettent de pouvoir danser ensemble sans savoir ce qui va se passer. On a un vocabulaire de mouvements en commun, un répertoire de mouvements en commun. Et grâce à ce système de leaders et followers, on a aussi des clés, des petits secrets entre nous qui nous permettent de savoir finalement quand on est en position de follower, on va bien regarder notre leader pour pouvoir percevoir visuellement les signes qui vont être envoyés de manière à pouvoir danser finalement en synchronicité tout ensemble. Parce que l'idée, c'est de danser à plusieurs, mais en devenant finalement une unité et sans savoir qu'est-ce que c'est qui va se danser et à quel moment. Alors, il y a des mouvements de base quand même, j'imagine. Je ne peux pas arriver comme ça débutante et suivre
Non, effectivement, il y a des mouvements de base et puis il y a 2 répertoires différents. Le répertoire de ce qu'on appelle, nous, le rapide, où on va danser sur du 8 ans, et le répertoire lent, où là, on va y mettre un peu plus de profondeur, et là, il n'y a pas de compte, donc c'est laisser aussi libre cours à chacune, bien entendu, dans les codes de cette danse, mais chacune d'entre nous, ou en tout cas chaque personne qui fait partie de la tribu, eh bien, va pouvoir y mettre finalement sa propre énergie, sa propre sensibilité, son ressenti dans l'instant et dans la musique qui se joue. Donc c'est en fait une danse très intuitive, finalement. D'une certaine façon, on peut dire ça, intuitive et en même temps très codifiée. Parce que pour pouvoir danser à plusieurs, sans que ce soit donc de la chorégraphie, il faut quand même pouvoir respecter certains codes pour que ça puisse fonctionner. Par exemple, si on est follower, bien on suit la personne qui mène la danse et on attend notre tour, puisqu'effectivement l'idée, ce n'est pas que sur un morceau ou un set complet, par exemple si on dansait 20 minutes, bien entendu l'idée c'est que la personne qui lead à un moment donné la danse, elle laisse à un moment donné sa place à une autre personne qui va pouvoir à son tour prendre le lead. Donc ça induit aussi forcément une connexion bien particulière entre chacune, une écoute, une bienveillance, un respect aussi, celui de laisser le temps et celui de laisser sa place aussi et d'offrir la place. Il y a une notion d'engagement aussi, parce que l'idée c'est, si on veut réussir à danser ensemble, c'est aussi de se dire que quand on mène la danse et qu'on lead, c'est pas tant pour soi que l'on danse, que pour nos partenaires qui nous suivent et qui, pour pouvoir bien nous suivre, doivent être l'idée de la meilleure façon possible, c'est-à-dire de bien réaliser les mouvements ou les petits signes qui permettent de comprendre « Ah, c'est ce mouvement qui va être amorcé » ou « C'est cette formation qu'on va amener » pour pouvoir finalement réussir à danser ensemble en synchronicité. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de pratiquer cette danse et puis de l'enseigner également ? Alors, beaucoup de joie, vraiment une grande joie. Ce partage avec des personnes qui viennent au cours et qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est la découverte des unes et des autres, mais au travers le mouvement. Et au travers justement ces valeurs dont je parlais tout à l'heure. On ne sait pas forcément qui fait quoi dans la vie ou des choses d'ordre, on va dire, plus social. Ça peut venir dans un deuxième temps quand on se découvre. Et j'ai effectivement la joie et le privilège de pouvoir enseigner le style FCBD Style depuis 3 ou 4 ans. Je ne me prédestinais pas du tout à l'enseigner, mais comme j'ai appris cette danse sur Bordeaux et étant native justement de Villeneuve-sur-Lot et je suis revenue, on va dire, sur mes terres natales, il y a 4 ou 5 ans, j'ai donc dit au revoir à mes partenaires de danse bordelaises, en tout cas, on va dire au quotidien, et j'ai été réellement prise finalement par quelque chose qui m'a vraiment surprise et que je n'attendais pas, que je n'avais absolument pas anticipé, c'est de me dire mais je connais cette danse fabuleuse, c'est pas possible que je n'en fasse rien ici, que je garde ça pour moi et qu'en fait ça n'aille pas au-delà de moi finalement. C'est comme ça que j'ai créé l'association, j'ai parcouru un peu les villes d'Agen pour pouvoir parler de cette danse en parlant du FCBD Style qui n'était pas très évident à expliquer. Donc cette association, elle s'appelle... Alors l'association, c'est l'asso Meraki Tribal 47. Voilà, Meraki Tribal 47 sur Agen. Oui. Eh bien, je vous propose une 3e pause musicale et nous allons nous retrouver pour la fin de cette émission.
Avec moi en studio, mes invités Cyril Bolland, Fadoua Cartron et Nathalie Comte. Eh bien, donc, mes invités, je voulais juste vous proposer un petit mot de la fin. Vous avez chacun présenté votre actualité. Pour les uns, Cyril, ton livre. Pour Fadoua et Nathalie, vos activités respectives. Est-ce que vous auriez envie de compléter ce que nous avons dit ? Je vous laisse le petit mot de la fin. Écoute, si je peux commencer, moi ce que j'avais envie de dire, c'est que autour de ce livre, du coup, et de ce chemin, il y a plein de partenaires. On rappelle le livre, hein, quand même. Voilà, donc le livre, c'est En Provence sur les traces de Marie-Madeleine, qui reprend vraiment l'histoire, toute l'histoire à travers un récit de voyage de la création d'un nouveau chemin, de type Saint-Jacques, qui a été créé en Provence, des Saintes-Maries-de-la-Mer à la Sainte-Baume. Et en fait, ce chemin est aussi porté par une association dont je suis le président, et qui s'appelle l'Association des chemins des Saintes et Saints de Provence, qui en fait s'occupe d'accompagner les marcheurs et les pèlerins dans leur pérégrination et dans la préparation de leur voyage. Donc vous pouvez contacter cette association sur son site internet www.chemin au pluriel dessaintes.fr. Et donc on tombe sur vous. Oui, mais pas seulement moi et mon épouse. Enfin, il y a toute une association en fait, qui travaille, en fait, qui œuvre pour accompagner vraiment les pèlerins en mettant à leur disposition un guide des services, un topo guide, une cartographie, et il y a tout un réseau d'hospitalité qu'on a développé en fait sur le chemin pour permettre aux marcheurs d'être accueillis en fait dans des familles tout au long du parcours, et vraiment de faire une vraie expérience de cheminement intérieur, une vraie expérience spirituelle à travers ce chemin qui n'est pas juste un chemin de randonnée. Ah ouais, c'est super, ça donne envie en tout cas. Donc on va rappeler quand même le site. Ouais, alors www.chemindessaintes, tout au pluriel en fait et tout attaché.fr. Et je le mettrai sous le podcast également. Alors Fadoua, un petit mot de la fin. Moi, c'est un mot un peu d'espoir pour les personnes qui ont un vécu, qui ont un parcours, qui ont un chemin de vie un peu riche, mais pas que dans le côté positif. Ils peuvent se dire qu'à partir du moment où ils sont prêts, ils peuvent mettre à distance émotionnelle le passé quand il est trop dans leur présent et qu'il pourrait altérer leur futur. C'est un peu ma devise, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de thérapies comme l'hypnose, le MDR, le FT et j'en passe qui permettent véritablement, en plus des thérapies conversationnelles, des psychothérapies, de se libérer émotionnellement de charges dont on n'a plus besoin. Mais comme on ne le maîtrise pas, parfois il faut être impulsif, il faut avoir une impulsion, être accompagné par le bon thérapeute. Et ça, c'est vraiment le message d'espoir et positif que je veux donner. On n'est pas obligé aujourd'hui de vivre dans son passé. Eh bien, merci Fadoua. Donc, je rappelle que toi, tu exerces sur Agen. Alors, Pont-du-Casse, plus précisément. Pont-du-Casse, juste à côté d'Agen, pour la retrouver. Et on peut peut-être donner tes coordonnées. J'ai une page pour le moment Facebook, j'ai une page Instagram, Fadoua Cartron, hypnose et EMDR. Rien qu'en tapant ça dans Google, on arrive à trouver ma page, on arrive à trouver aussi des avis de personnes que j'ai accompagnées et qui ont eu la gentillesse de donner ce qu'elles ont ressenti de mon accompagnement. Et voilà. Merci Fadoua. Merci à toi. Nathalie, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ? Oui, bien sûr, pour toutes les personnes qui auraient envie de découvrir une nouvelle activité de danse qui se pratique autour de la joie, de certaines valeurs et qui permettent aussi du coup de découvrir un nouvel univers puisque le style FCBD Style, c'est aussi finalement une danse aux influences diverses comme celles du Moyen-Orient, d'Inde, d'Espagne et d'Europe du Nord. Donc n'hésitez pas à venir au mois de septembre essayer c'est tous les vendredis ? C'est tous les vendredis soirs. Ah, de quelle heure à quelle heure ? De 19h à 21h. Sur Agen ? Sur Agen. Et donc, où est-ce qu'on peut te contacter ? Eh bien, sur le Facebook de l'association, vous tapez tout simplement Asso Meraki Tribal 47.
Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette bulle de sagesse. Merci à tous mes invités, Cyril Bolland, Fadoua Cartron, Nathalie Comte, d'avoir accepté mon invitation. Merci Myriam. Merci Myriam. Merci Myriam. Belle semaine à tous.